Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Tiffaine Le Gall, docteure en sciences politiques. Elle va nous parler de sa thèse « La stratégie de communication du groupe État islamique, sociologie d'un discours guerrier de propagande et de son encadrement par le droit français ». Une thèse qu'elle a soutenue le 30 mars 2022 et qui était sous la direction du professeur Xavier Crétier. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et de me recevoir dans ton humble demeure. Pour commencer cet épisode, question un peu qui va devenir traditionnelle dans le Dazibao. Pourquoi les sciences politiques et pourquoi ce sujet en particulier ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait je ne viens pas à l'origine des sciences politiques. J'ai été jusqu'en master en droit, donc j'ai une licence de droit spécialité anglais et un master 1 de droit privé. Et en fait, j'ai fait tout mon cursus universitaire avec l'objectif de passer les concours de commissaire de police et d'officier de police. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué un master 2 en master de politique de prévention et sécurité. Donc, qui était un master de sciences politiques, mais qui était quand même très spécialisé sur des questions de sécurité intérieure, etc. Et j'ai fait ce master en fait l'année des attentats du Bataclan. Donc c'est vrai que l'État islamique à ce moment-là c'était un sujet au centre de l'actualité et j'avais travaillé dessus déjà pendant mon master. J'avais notamment rendu un dossier à Xavier Crétier qui était mon professeur en master sur la propagande numérique de l'État islamique. Ah oui, donc tu avais commencé à creuser déjà le sujet un petit peu, ouais. C'est ça, et j'ai quand même fait des stages en fait en PJ, en police judiciaire, donc pendant mon master avec des commissaires. Et j'ai commencé déjà à l'année de mon master un peu à me décourager parce que je savais que les concours étaient très durs. Oui. Il y avait une épreuve physique, sportive quand même très compliquée. Moi je suis quand même très petite de taille, hein, donc il y a une période où les gens de ma taille étaient même pas acceptés, ouais. Voilà, étaient même pas éligibles au concours. Et puis en fait ces commissaires de police m'ont aussi dit que il y avait un gros fossé entre l'idée peut-être que je me faisais de ce métier et la réalité parce que j'étais comme beaucoup de gens beaucoup nourrie par la fiction. Voilà. Tu vas tout de suite rentrer en PJ et tu vas travailler. Voilà, conseiller de grands c'est criminels. peut-être pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai décidé de faire après un mémoire de recherche en master sur la justice pénale des mineurs. Ah ouais, rien à voir. À ce moment-là, rien à voir. Et je suis quand même partie l'année d'après en prépa à l'IEJ Pierre-Reynaud à Assas pour préparer les concours de commissaire et d'officier puisque j'avais pas d'autre idée à ce moment-là, puis en fait j'ai très vite laissé tomber et je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire maintenant, et je me suis dit j'ai beaucoup aimé mon expérience de la recherche pendant mon mémoire, j'ai une bonne note, j'ai été beaucoup valorisée et puis c'est vrai que ça m'a plu et j'avais beaucoup de connaissances qui étaient en thèse. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une thèse en fait. Puis j'aimais bien enseigner, voilà, j'avais pas mal donné de cours, etc. Donc je me voyais bien faire des TD, je me voyais bien être enseignant-chercheur. Et donc je me suis lancée là-dedans et à ce moment-là je me suis dit pourquoi pas travailler sur l'État islamique parce que c'est un sujet encore très actuel, puis parce que ça m'intéressait quand même finalement de décrypter les phénomènes violents et au départ je devais travailler sur les mineurs radicalisés et j'ai passé presque 1 an sur ce sujet et en fait je n'arrivais pas à trouver de terrain réellement propice à ma recherche. C'est-à-dire de personnes à aller interviewer ou de structures qui pourraient accueillir ces mineurs où tu pourrais poser des questions qui t'accueilleraient, c'est ça en fait ? C'est ça, j'ai rencontré pas mal de personnes, en fait toutes les personnes ou presque ont accepté de me rencontrer, mais accéder on va dire aux sources premières, c'était pas possible. Voilà. Et c'est vrai que y a pas mal de chercheurs que j'ai rencontrés qui travaillaient eux-mêmes sur le djihad et qui m'ont conseillé peut-être de réorienter un petit peu mon sujet, et ce que j'ai fait. Ça a mis du temps. À abandonner ce sujet, Ouais, puis à savoir du coup qu'est-ce que j'allais traiter, en fin de compte. En plus, j'ai été financée par l'université de Cergy-Pontoise à travers un contrat doctoral, parce que j'ai obtenu mon contrat doctoral en septembre 2017, et encadré par le laboratoire du CESDIP également. Et donc,
je cherchais à traiter un sujet quand même qui se rapprochait au maximum du sujet de départ. Et j'ai eu l'idée de travailler sur la propagande, puisque ça rassemblait pas mal d'intérêts que j'avais pour l'image, etc. Et c'est parti, quoi. Voilà. Et donc, tu as réorienté, donc tu as donc décidé de travailler sur les stratégies de communication donc, du groupe État islamique. Qu'est-ce que tu t'es posé comme grande question dans ta thèse ? Je me suis beaucoup interrogée sur la question de la fabrique de la propagande, en fait, du groupe État islamique. C'est vrai qu'à l'époque, on lisait quand même beaucoup dans les médias que c'était un groupe qui faisait une propagande vraiment spectaculaire. On lisait des titres de journaux comme Daesh plus fort que Hollywood. On disait vraiment qu'il y avait une dimension très hollywoodienne aux images, etc. Et que c'était très novateur. Donc je me suis demandé à quel point finalement c'était vrai. Donc je me suis demandé quel type de contenu était produit, comment, donc quels étaient les supports, quels étaient les formats, comment c'était produit, à quoi ça ressemblait, puis vers quel type de cible, et comment cette propagande ensuite était reçue, entre guillemets, par les cibles qu'elle cherchait à atteindre. Et quand on parle de propagande, pour les auditeurs, si on fait une petite définition, c'est quoi la propagande ? Alors la propagande, il n'y a pas une seule définition, il existe beaucoup comme du mot terrorisme d'ailleurs, il existe énormément de définitions de la propagande, c'est un terme complexe qui a évolué quand même dans le temps. Au départ, ça avait une dimension finalement plutôt informative, positive. Aujourd'hui, ça a indéniablement une connotation péjorative. Voilà, on va dire que c'est un outil d'influence, un outil de manipulation. Moi j'aime bien la définition de Jacques Ellul parce que je trouve qu'elle rassemble en fait assez bien ce qu'est la propagande moderne, et il dit que c'est l'expression d'opinions ou d'actions menées délibérément par des individus ou des groupes dans le but d'influencer les opinions ou les actions d'autres individus ou de groupes à des fins prédéterminées par le biais de manipulations psychologiques. Il ne parle pas du tout de politique, parce qu'on pourrait se dire que la propagande c'est que politique. C'est beaucoup politique, c'est vrai qu'il y a une dimension très politique dans le terme propagande. Après ce que j'aime bien avec la définition de Jacques Ellul, c'est que justement ça va au-delà de cet aspect politique et ça englobe quand même très bien une définition, on va dire, très générale et globale de la propagande, et notamment quand on parle de propagande terroriste. Pour moi, ça colle très bien avec la propagande de l'État islamique, cette définition. Ok, et quand on parle de l'État islamique, qu'est-ce que c'est l'État islamique ? Parce que ça sous-entend un État, un pays. Quand on parle de État, c'est un pays constitué avec un peuple, une nation, enfin, des politiques, une organisation. Mais au final, qu'est-ce que c'est que ce groupe terroriste ? Alors en fait, l'État islamique, c'est une organisation djihadiste, donc salafiste sunnite, qui est reconnue comme une organisation terroriste par l'ONU. Ça n'a jamais été reconnu comme un État. Pour être un État, il faut être reconnu également comme tel. Personne n'a jamais reconnu l'État islamique comme étant un État. C'est une organisation terroriste qui a été formée en 2006, d'abord principalement dans les prisons en Afghanistan, et qui s'est après développée au fil du temps. Et alors c'est vrai que dans les membres de l'État islamique, on parle beaucoup du fait qu'il y a beaucoup d'origines différentes. Maintenant, les principales têtes quand même de l'État islamique, les leaders, sont essentiellement quand même irakiens et syriens. Voilà, d'accord. Donc, et à partir de 2014... l'État islamique a entamé vraiment une campagne à la fois médiatique et de conquête de territoires massive sur la zone irako-syrienne, ce qui lui a permis de conquérir un territoire qui, à son apogée, faisait quand même pratiquement la taille de la Grande-Bretagne. Ah oui. Voilà, avec une organisation en province, centralisée, décentralisée, et effectivement une organisation... Une structure voilà, politique. Avec des chefs, Tout à fait. Puis des ministères, le ministère de la propagande, il y avait un véritable ministère de la propagande avec sa capitale de Raqqa, etc., sa capitale politique. Et en juin 2014, en fait, l'État islamique, à travers son émir, donc Abou Bakr al-Baghdadi à l'époque, annonce la réinstauration du califat islamique sur les terres de Syrie et d'Irak. Et c'est également à peu près à cette période, après l'entrée en scène de la coalition internationale, que l'Occident va être frappé par une vague d'attentats sans précédent. En 2015, notamment. Voilà, à partir de 2015, même de 2014, puisque les attentats de Montrouge et Montauban, Mehdi Koulibaly se revendiquent de l'État islamique. C'est vrai. Et donc toi, tu veux donc analyser cette propagande. Déjà, où est-ce qu'on trouve la ressource à analyser ? Comment, quand on est toi, qui est devant ton ordinateur, chez toi, parce que j'imagine que c'est quand même des choses sensibles dans lesquelles aller creuser. Donc je pense que c'est important pour enfin, de ne pas expliquer comment on fait, mais comment on va trouver cette propagande, les différents supports, comment on procède en tant que chercheur ? Alors c'est une bonne question, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à la propagande, je me suis demandé
comment trouver cette propagande, puisque moi j'ai eu mon contrat doctoral en 2017, septembre 2017. Pour rappel, comme j'avais travaillé sur les mineurs pendant un bon moment, j'ai vraiment commencé à travailler sur la propagande en 2018, peut-être septembre 2018. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il restait quelques fichiers de propagande accessibles quand même sur des sites clandestins ou semi-clandestins qui étaient accessibles via le navigateur Tor. Il y a des sites, alors moi je sais que ça m'a fait hurler quand j'ai vu ça, mais qui diffusent en fait des contenus de tout type violents, qui diffusent des contenus, pour dire vulgairement, gore en fait. Donc des vidéos d'accidents, d'assassinats en tout genre. Alors moi j'avoue que j'ai pas regardé les autres vidéos proposées ce site, mais c'était clairement l'objectif affiché, voilà. Et parmi ces vidéos proposées, il y avait quelques vidéos de l'État islamique, généralement les plus violentes, évidemment les plus sanglantes. Donc il y en avait évidemment qui étaient accessibles par ce biais, mais c'était pas suffisant. Puisque donc via Tor, accès à des vidéos. Ouais, ok. Tout à fait. Donc c'était pas suffisant pour faire un corpus. Des actes de guerre, des choses comme ça. Ok. Vraiment les vidéos les plus sensationnelles en termes de violence, on va dire. Mais j'ai vu dans ta thèse, enfin je sais plus si c'est des photos, les vidéos par exemple les deux touristes qui ont été assassinés au Mont Toubkal au Maroc, les choses comme ça, voilà, c'est du genre de choses. Ouais, c'est exactement ce genre de choses. Okay. Moi, je sais que celle-là, je l'ai pas regardée parce que je pense que ça apportait rien à ce moment-là à mon travail. Donc des vidéos, d'exécution, mais bon, ça suffisait pas à composer un corpus, parce que c'était qu'un type de vidéo. Une thèse, y avait également les médias qui diffusaient quand même des extraits, mais c'est pareil, qui étaient quand même coupés. Et finalement, en fait, je suis tombée sur le site d'un chercheur américain qui s'appelle Aaron Zelin, qui s'appelle djihadology.com. Et qui recense une base de données colossale en fait sur la propagande djihadiste de tous les groupes djihadistes plus ou moins recensés, dont l'État islamique. Et là, il y avait vraiment une base c'est lui qui énorme. Fait ça en fait, oui, avec d'autres chercheurs, mais oui, c'est lui qui a créé ce site. Base de données de la propagande djihadiste. C'est à destination de la recherche. Alors quand j'ai commencé à aller sur le site via Tor, je pouvais y accéder sans problème. Après, le site a été fermé, a été du coup limité aux chercheurs, donc il a fallu que je m'inscrive avec une adresse académique, etc. Bien sûr, Ce qui m'a permis en fait de rassembler une très grosse partie du matériel que j'ai utilisé. Donc quand même 152 vidéos, 100 chants, 6 revues et... les chants sans photographie, excuse-moi. 23 chants et 6 revues. Les chants, c'est ce que tu appelles les anachides. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ce sont des chants a cappella, puisque la musique... instrumentale et interdite par les branches les plus radicales du salafisme et donc notamment par l'État islamique. Est-ce qu'il y a un type de propagande par type de support ? Est-ce que tu as noté une différence entre comment on fait de la propagande via des chants, comment on fait de la propagande via des vidéos, via les photos, enfin est-ce que ça s'adapte au support qui est utilisé ? Oui, ça s'adapte forcément au support qui est utilisé. La vidéo, par exemple, il y a vraiment un aspect audio-visuel. Donc l'aspect visuel va être extrêmement travaillé, avec un montage, avec l'ajout d'effets, etc. Ce ne sont pas des vidéos à proprement parler amateurs. Alors ça dépend lesquelles. C'est pareil. Dans la base de données de l'État islamique, en fait, il y a des centaines et des centaines de vidéos. Moi, les vidéos que j'ai étudiées, ce sont les vidéos par la chaîne... principalement à l'Ayad Media Center, et donc ce sont quand même des vidéos qui sont travaillées. Donc l'image ils ont carrément un studio avec des gens qui connaissent leur boulot, quoi. Oui, tout à fait. Et notamment, à l'Ayad recrutait beaucoup d'étrangers, en fait, puisque c'était la chaîne qui s'adressait finalement à l'extérieur, voilà, et beaucoup à l'Occident. Donc c'est là-dessus qu'on trouve les vidéos qui se sont adressées, des vidéos en français, des vidéos en anglais, même en allemand. Multilingue, voilà, quoi. C'est ça. D'accord. Des fois, les revues ont été traduites, certaines dans plus de 8 langues, donc voilà. Et effectivement, la vidéo, donc il y a vraiment une démonstration de puissance. Dans les vidéos, c'est là que l'État islamique peut vraiment faire une démonstration de sa puissance. À la fois, elle peut montrer, l'organisation pouvait montrer ses moyens humains, financiers, matériels. La terreur qu'ils sont capables de provoquer, parce que en fait, le but de la propagande, donc il y a plusieurs buts recherchés. Donc il y a faire peur, terroriser, je sais pas, il y a convaincre, persuader, recruter. Justifier une action aussi. Puis alors, il y a quelque chose de très intéressant, entre guillemets, quand j'ai lu des petits bouts. En fait, je me suis plongée dans ta thèse et j'ai pas pu arrêter. Donc, j'ai pas tout lu, mais j'ai trouvé ça passionnant. Le djihad, tu parles du djihad LOL ou des beaux gosses djihadistes. Et ça, c'est vraiment... Je me suis dit, ah oui, quand même. En fait, l'expression djihad LOL, elle est reprise au journaliste David Thompson, qui a commencé en fait très tôt à travailler sur les Français partis faire le djihad en Syrie et en Irak.
D'ailleurs, à l'époque, quand il avait, pour la petite histoire, tiré la sonnette d'alarme en disant que ça posait un vrai risque pour la sécurité nationale, personne ne l'avait cru. On lui avait dit, mais non, mais ils sont partis en Syrie pour mourir là-bas, et en fait, ils reviendront jamais ici, et il n'y a pas de risque immédiat, voilà. Et en fait, le djihad lol, pour lui, c'était la période, notamment en 2013-2014, du djihad cool, du djihad de luxe, avec les djihadistes étrangers qui s'installaient dans les villas désertées par les populations en Syrie, les voitures. C'est aussi finalement le fait d'avoir ramené les habitudes de la vie en France, et notamment les habitudes de la vie de cité, sur le territoire irako-syrien. Voilà, c'est le djihad, il appelle aussi ça le djihad bling-bling, le djihad, on voyait des images de djihadistes en train de se baigner dans la rivière, voilà, de manger du Nutella. La vie est belle, quoi. Un peu ça, voilà, le djihad, avant le djihad des combats, quoi, le djihad... décomplexé, on va dire. Voilà. On passe du bon temps presque. C'est ça, et on a ramené nos habitudes de vie françaises. Donc finalement, si vous venez, vous aurez un super confort et peut-être une jolie maison en plus en prime, ouais, c'est voilà, ça. Et plus de confort. Et donc c'est la même chose, j'imagine, pour attirer des jeunes filles, de montrer aussi des combattants beaux gosses, ouais, pour attirer le départ des filles, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, ces femmes. Enfin si, je reprends les mamans, tu sais, qui sont dans les camps avec leurs enfants, dont on parle beaucoup pour le rapatriement, ouais. etc. Là, je pense qu'on a pris conscience dernièrement qu'il y avait eu toutes ces Françaises qui étaient dans des camps, etc. Mais peut-être qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Disons que la question des femmes djihadistes... on les appelle des femmes djihadistes ou ouais, oui. Ou vu que c'est les épouses de djihadistes. Alors justement, c'est-à-dire qu'au départ, la justice est beaucoup placée de ce côté-là. C'est-à-dire que c'était des épouses de djihadistes, c'était des femmes non combattantes, parfois influencées en fait à suivre leur mari ou aller se marier là-bas. Et en fait, depuis l'attentat manqué à Saint-Michel en 2016, donc par des femmes, on s'est rendu compte que la réalité n'était pas aussi lisse que ça, et que les femmes étaient parfois extrêmement convaincues, surtout de l'idéologie djihadiste. Parfois, elles étaient à l'initiative du départ sur zone irako-syrienne, et donc elles étaient aussi endoctrinées en fin de compte que les hommes. Voilà, les femmes ne sont plus aujourd'hui perçues comme les victimes, mais elles sont également tenues responsables de leurs actes et de leurs décisions. Et beaucoup de femmes ont été sur le terrain irako-syrien. Je pense notamment à Céline Martelet, avec qui j'ai pu discuter, qui a beaucoup travaillé sur la question du djihad des femmes. Et c'est elle qui me disait notamment que des fois, des femmes lui demandent si elle peut donner des lettres d'amour à Salah Abdeslam en prison. Après, le phénomène du djihadiste beau gosse, parce que je pense aussi, par exemple, il y a eu toute une série de photos avec des djihadistes qui tenaient des chatons dans les bras... Comme un peu les pompiers pour le calendrier de l'Avent. Ouais, c'est ça, il y a vraiment cette espèce de paradoxe, si tu veux, entre la violence et puis ça. Mais bon, l'attraction, je pense à l'histoire de Salah Abdeslam, l'attraction pour des personnes violentes, en soi, c'est pas exceptionnel. C'est comme les femmes qui tombent amoureuses des tueurs en série voilà, américains, l'histoire d'amour... C'est ça. Donc des femmes aujourd'hui veulent transmettre des lettres d'amour à Salah Abdeslam, je trouve pas que ce soit un phénomène particulièrement surprenant. Voilà, okay. Ça existe déjà avec des serial killers, avec tout type de criminels violents, très violents en prison. Maintenant, la question des djihadistes beaux gosses et de la façon dont ça a été instrumentalisé, parce que c'est encore tout à fait autre chose, pour contribuer à faire venir des femmes sur zone, elle est quand même intéressante. Et maintenant, la propagande, parce qu'on parlait de la propagande cool, le djihadisme cool, etc. Quand est-ce qu'il y a eu ce changement avec la propagande du djihadisme guerrier ? Je pense que... alors, le djihad guerrier, il a toujours été quand même sous-jacent, mais que Alors là, si on parle de la propagande, du coup, plutôt vers l'extérieur, je pense quand même que le basculement, ça a été l'entrée en action de la coalition internationale. Je pense qu'à partir de là, on est vraiment passé dans une dimension de djihad total, où l'État islamique a affirmé clairement que les pays qui avaient rejoint la coalition internationale étaient ses ennemis. Voilà, je pense que de là, il y a déclaration de guerre, en fait, presque. S'ils se considèrent comme un État, c'est un peu ce qui est sous-entendu. Il y avait un vrai basculement, je pense, à ce moment-là. Et c'est vrai que de là, la propagande, c'est durci, on va dire, dans les images et dans les propos. Et après, il y a eu aussi autre chose, c'est qu'avec la guerre, etc., il y a eu la fermeture de plus en plus des passages vers la zone irako-syrienne. Ouais. Donc les gens, les potentiels aspirants pouvaient de moins en moins se rendre sur zone. Et donc, il y a eu de plus en plus un encouragement au djihad local, finalement,
à savoir commettre un acte terroriste dans le pays de directement naissance, voilà, ouais. ça. Et ça en fait c'est les propres citoyens d'un pays qui se retournent c'est ça. contre leur propre le terrorisme de l'intérieur. Je crois qu'il y a un terme comme ça, le terrorisme de l'intérieur. Et cette propagande c'est uniquement sur internet ou parce que tu parles de revues, est-ce qu'il y a des choses qui sont physiques publiées qui se font passer sous le manteau, des choses comme ça, ou c'est que internet, les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a différentes façons de se procurer, d'avoir accès à cette propagande? Alors c'était surtout sur internet, en tout cas pour les personnes extérieures. Ouais. C'était essentiellement par internet, donc oui, par les réseaux sociaux, après sur Zone, il y avait d'autres canaux de propagande, je pense par exemple à la radio, où travaillaient les frères Klein par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que si on parle de la propagande de l'État islamique, ça s'est beaucoup joué sur internet. Oui. Et il y avait différentes façons d'ailleurs de recruter, il y avait la propagande en elle-même, il y avait aussi les recruteurs sur les réseaux sociaux. Qui te contactent via Signal, des choses comme ça. J'ai vu que dans ta thèse, tu parles aussi des petites notices là pour t'apprendre à crypter ton téléphone, pour pas être chopé. Parce que ça, c'est important. C'est dans les revues, effectivement, qu'il était question de ça. Et oui, beaucoup de contacts par Facebook, par des réseaux sociaux classiques, notamment vers un public jeune, en fait. Et comment, alors c'est une question un petit peu, comment on mesure l'audimat? Parce que justement, toi, tu parles de l'encadrement par le droit français, donc j'imagine que tu as une loi, enfin, textes de loi qui sont établis pour punir un acte, mais pour punir cet acte, il faut réussir à déterminer qui regarde, à quelle fréquence, etc. Donc comment on mesure qui va regarder, consulter ces sites-là et comment, à quelle fréquence et combien de gens sont touchés par cette propagande en fait? C'est très compliqué. Moi, c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Je pense qu'il y a des façons effectivement de mesurer l'importance de la propagande dans le recrutement, la part de la propagande dans le recrutement. Moi, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à l'impact de la propagande sur les spectateurs à travers une expérience, mais finalement, je me suis rendu compte que ça allait pas aboutir à quelque chose de très construit, donc j'ai abandonné. C'était quoi ton idée derrière ça? C'était d'interroger la question des émotions. D'accord. De la façon dont sur la façon dont la propagande interagissait, voilà, et quelles émotions ça pouvait susciter, sauf que à moins d'interroger des djihadistes, la réponse elle est assez claire. Ouais. Donc, quand on demande à quelqu'un aujourd'hui en France après les attentats, qu'est-ce que ça le fait éprouver de regarder ça, ça n'aurait pas prouvé grand chose. Ouais. Je pense qu'il pourrait y avoir un vrai intérêt à interroger peut-être des djihadistes sur leur lien, leur relation avec la propagande, en gardant à l'idée qu'il y a quand même toujours des biais inconscients, etc. Ouais. Maintenant, c'est quand même un travail, je pense, ça pourrait être le travail presque d'une thèse en elle-même, et ça reste quand même un travail. T'as pu approcher des djihadistes ou des gens soupçonnés de... Non, j'ai été à des procès, mais non. Non, j'ai été quand même à la maison d'arrêt de Villepinte, à un moment donné, parce qu'il y avait des mineurs radicalisés, et j'ai rencontré des prisonniers, mais pas eux, puisqu'ils étaient en fait pas là ce jour-là. D'accord. Voilà, donc non, moi je n'ai pas cherché particulièrement à interroger des djihadistes, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. Ouais. C'est pas du tout des gens qu'on approche, même au niveau des prisons, etc., aussi facilement. Puis t'es une femme, ça peut aussi... Oui, j'aurais pu essayer d'interroger des femmes, mais je pense que, bon, moi j'avais quand même déjà eu toute cette année où j'avais réorienté mon sujet. J'ai préféré pas trop m'éparpiller sur des choses ça se prêtait pas à ton sujet, c'était pas nécessaire. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Est-ce que dans ton travail, tu as dégagé des patterns spécifiques en ce qui concerne la propagande de l'État islamique, c'est-à-dire des grandes tendances? Déjà, moi, il faut savoir que j'ai quand même travaillé essentiellement donc, sur la propagande vers l'extérieur et surtout vers l'Occident, donc au sens large, parce que je parle pas arabe. Oui, d'accord. Voilà, donc c'était... Et puis bon, c'est tellement dense comme sujet qu'il fallait quand même le borner un petit peu. Voilà, puis Aaron Zellin a quand même pas mal travaillé sur la propagande en arabe. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la propagande, donc du coup traduite. Et effectivement, j'ai quand même dégagé 3 grands types de propagande. Ok. Il y a d'abord la propagande donc, de recrutement qui visait à recruter de nouveaux membres. Et donc là, on parlait du djihad lol. Ça se prête vraiment à cette catégorie, on va dire, de propagande avec... Des gens sur place ou des gens qui vont voyager? Les deux, c'est... Là, du coup, plutôt des étrangers pour les faire venir sur zone. Pour venir, donc des voyageurs, quoi. Voilà, plutôt pour recruter dans les pays, par exemple en France, etc. Des vidéos en français, des vidéos en anglais, qui incitaient vraiment à venir sur zone
en faisant valoir le côté positif du djihad, le côté fraternel. Il y a des vidéos qui sont tournées dans des paysages magnifiques, voilà. Après, il y avait aussi l'enracinement dans la cause, qui est pour moi plutôt une façon de pérenniser finalement l'engagement de des gens qui sont déjà convaincus. Qui sont déjà convaincus, ou pour aller vers un passage à l'acte, on va dire, plus concret. Et puis la propagande de terreur, donc qui consiste à terroriser, à faire peur, qui s'adresse évidemment à la fois aux membres en tant qu'excitants, mais aussi beaucoup à l'ennemi. Voilà. À nous aussi, si on peut. Puis en plus, les médias français sont quand même un vecteur, parce que nous, mine de rien, moi qui par exemple ne vais pas m'intéresser à ce sujet-là, je regarde BFM ou d'autres, ou TF1, souvent les médias français aussi te montrent en fait cette propagande, donc mine de rien contribue à te terroriser d'une façon, c'est hyper quand tu y réfléchis, c'est un peu fucké, tu vois. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est très bizarre ça, non, comme façon de... Ça m'a beaucoup intéressé, j'en ai parlé justement à un moment donné dans ma thèse, cette tendance finalement des médias, et c'est toujours un peu d'ailleurs, c'est ce gros débat sur les médias, comment les médias doivent traiter le terrorisme, comment les médias doivent traiter pour informer sans faire indirectement finalement la promotion du terrorisme. Et ça, c'est tout un débat, et il y a eu beaucoup d'ailleurs de chercheurs qui se sont penchés sur cette question, qui se sont interrogés sur le rôle des médias en tant que vecteur de la peur. Et c'est vrai que on a été beaucoup confrontés, exposés à la propagande aussi à travers les médias. On a vu certaines vidéos, on a vu certaines... même écouter des audios de chefs terroristes qui menaçaient. Enfin, on a été nous-mêmes exposés à ça, alors qu'on n'est pas des chercheurs et des choses comme ça. Tout à fait. Ok, donc 3 tendances: recruter, pérenniser ou terroriser. C'est ça. Ok. Et donc l'État français dans tout ça. Ok, cette propagande, ils sont quand même pas mal efficaces, on va dire, dans leurs vidéos, voilà, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? L'État français, qu'est-ce que fait l'État français face à ça ? Comment on prévient la survenance ? Est-ce que ça se dit la survenance ? Je ne sais pas, mais comment on fait de la prévention ? Parce que je sais que tu as commencé par parler de cette prévention, et notamment du contre-discours. Ouais, alors on a effectivement fait pas mal de campagnes de prévention. Donc la prévention, elle s'étend de pas mal de façons. Il y a eu le numéro vert, il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises donc, pour endiguer la problématique djihadiste. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux campagnes, surtout vidéo, qui ont été faites en France, mais il y en a eu aussi en Grande-Bretagne. Enfin, il n'y a pas que la France, hein. Il y a eu beaucoup de campagnes vidéo, et ce qui était intéressant, c'était la façon dont elles reprenaient finalement à la fois les codes des djihadistes, mais surtout dont elle reprenait des images. Je pense à la campagne française, elle a repris carrément des images en fait des archives de l'État islamique. Et ça, c'était intéressant, parce qu'en soi, jouer sur l'émotion et même utiliser des images chocs pour faire de la prévention, c'est pas nouveau. Oui. Hein, même en termes, par exemple, de prévention routière. Ou contre le tabac. Je veux dire, voilà. C'est pas des vidéos, mais sur ton paquet de clopes, il y a des choses où tu te dis, ça va mal finir pour toi. C'est censé te provoquer un truc et te faire arrêter de fumer normalement. Voilà, donc ça, c'est pas si innovateur que ça. Par contre, la façon dont ont été retournés les codes des djihadistes contre eux, et dont on a finalement utilisé leurs photos, etc., leurs vidéos, des extraits de vidéos pour faire de la prévention, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Puis, on voit aussi que les campagnes vont vraiment chercher à être modernes, avec par exemple des vidéos interactives, etc. Donc il y a eu effectivement des campagnes assez riches de prévention institutionnelle pour lutter contre la propagande, pour déconstruire le discours de l'État islamique, surtout en fait avant 2016. Donc à la période, on va dire, pré-attentat ou au début. Après, on va dire que ce qui devient après évident, en fait, on va dire, c'est que au départ, on peut concevoir que des jeunes soient influencés par l'État islamique, rejoignent l'État islamique en n'ayant pas la pleine conscience de la nature du groupe. Après les attentats en France, il n'y a plus d'erreur possible. C'est ça, on ne peut pas ignorer ce qui peut se passer. C'est ça, c'est pour ça qu'à partir de là, tous ceux qui rentrent de zone irako-syrienne sont incarcérés. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Enfin bon, après, c'est pas... Notamment les femmes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ah ouais, Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un vrai changement. Donc là, en gros, avec ces vidéos où on retourne des codes, on cherche à provoquer l'émotion d'une certaine façon. Encore une fois, j'imagine que c'est compliqué parce que tu peux pas mesurer. C'est très difficile. Est-ce que ça marche ? Si je te pose la question, est-ce que ça marche ?
bah... Oui, je par sais plus, définition, les gens, bah tu sais pas... Non, tu sais pas, je sais plus quel chercheur avait dit, enfin, on voit pas de gens qui vont nous dire, j'allais partir, j'ai changé d'avis. Voilà, j'allais partir, puis j'ai vu cette vidéo, puis j'ai changé d'avis. C'est difficile, oui, de mesurer effectivement l'impact de ces campagnes, et je sais que des chercheurs ont pu dire que finalement, c'est des campagnes qui s'adressaient presque plus à un public non intéressé qu'un public réellement déjà convaincu par l'idéologie djihadiste. Néanmoins, on peut pas rester que sur les vidéos. C'est utile. J'imagine que peut-être si ça a pu dissuader certaines personnes de rejoindre l'État islamique, well done, bravo. Mais on peut pas juste faire ça. Voilà, c'est difficile de dire que ça a été le cas. Voilà, okay. C'est un peu compliqué d'affirmer que ça a vraiment empêché des jeunes déjà convaincus de partir sur zone irako-syrienne. Ok, donc ensuite, on bloque les sites. Ensuite, effectivement, on va créer de nouvelles infractions. On va tenter de supprimer, de bloquer en fait la propagande djihadiste sur Internet. Avec effectivement le blocage des sites et la mesure d'urgence, donc de blocage d'urgence des sites qui est remise entre les mains de l'autorité administrative, qui fait beaucoup débat parce que il y a tout un débat quand même autour de ces infractions sur plusieurs choses, notamment sur la liberté d'expression, la liberté de communication. Donc cette mesure, on se disait que ça risquait peut-être même de bloquer des sites qui n'étaient pas fondamentalement djihadistes. Okay. On se demandait quels étaient les critères en fait, qui allaient permettre de bloquer ces sites. Et puis on a aussi soulevé le fait que c'était des mesures qui étaient finalement peu effectives parce que c'était très facile de les contourner. Voilà. Donc le blocage des sites, en fin de compte, alors ça ne s'adressait pas qu'aux sites djihadistes, il y avait aussi la pédopornographie. Oui, j'ai lu dans ta thèse que c'était très... ce qui était appliqué à la pédopornographie, il y avait beaucoup de choses qui avaient été reprises dans le traitement en fait, de la menace terroriste. Pour, notamment sur le net, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ça a plus marché au niveau de la pédopornographie quand même qu'au niveau du djihad. Déjà, les djihadistes étaient quand même assez doués pour recréer des sites, des profils. Puis ils ont des infrastructures, c'est-à-dire vu qu'ils ont des mecs qui sont capables de faire des vidéos dignes d'Hollywood, j'imagine que des devs qui sont capables de remettre en ligne des sites sur d'autres noms, de contourner, etc., ça doit pas être tellement compliqué que ça. Ouais, alors je relativiserais quand même sur le fait de dire que c'est digne d'Hollywood. Ok, c'est ça, tu t'es posé cette question. Voilà, il faut relativiser. Est-ce que selon toi, ça vaut Interstellar ou Avatar? Non, voilà, il y a effectivement une volonté. D'ailleurs, j'ai interrogé des gens qui travaillent dans l'image. Il y a une vraie volonté quand même de faire quelque chose de bien monté, de quali. Voilà, de quali quand même. Maintenant, ça reste quand même des choses assez basiques. Ils ont quand même employé des drones. Bon, voilà. Maintenant, on n'est quand même pas sur des vidéos qui font de gros effets. D'accord. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Et puis, la qualité, elle varie quand même beaucoup d'une vidéo à une autre. Ok, donc bloquer les sites, c'est pas très effectif. Voilà, c'est pas très effectif. Après, il y a eu également, on utilise pas mal la plateforme Pharos. Ouais, alors qu'est-ce que c'est Pharos? Alors Pharos, c'est une plateforme de censure des contenus en ligne qui est à la disposition de tous les citoyens en fait. Quel que soit le sujet. C'est pas dédié terrorisme. C'est pas dédié qu'au terrorisme, c'est dédié, ça marche aussi donc pour l'incitation à commettre des violences, pour l'incitation à la haine, voilà. Donc c'est une plateforme qui vise à censurer les contenus qui sont illicites en fait, voilà. Okay. Et n'importe quel citoyen, c'est assez simple, peut faire un signalement sur Pharos. Ok, sur tel site, j'ai vu ça, c'est scandaleux, voilà, bloquez-le. C'est ça, avec le lien, etc. Et derrière, il y a des gens ou je sais pas si c'est automatisé, oui, tout à fait. Non, qui regardent... C'est des officiers donc, qui travaillent. Maintenant, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Et ce sont vraiment des personnes qui travaillent sur Pharos. Et qui vont consulter, voir s'il y a raison de bloquer et qui prennent la mesure... C'est ça. En fait, c'est lié à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies. Et donc, voilà, il y a vraiment des gens qui travaillent sur la plateforme Pharos. Ça a permis Pharos, quand même, de faire censurer un certain nombre de vidéos. Après, la grosse mais malgré tout, comme tu disais, on les retrouve, en fait. Bah ouais. Une image, elle est supprimée. Je savais pas, enfin, j'ai découvert en lisant ta thèse qu'il y avait des images... notamment du Bataclan, des choses comme ça qui circulaient et que les familles, il y avait eu une levée de bouclier forcément des familles pour demander à ce que cette photo soit supprimée, etc. Mais malgré tout, de toute façon, les reposter, c'est comme un trophée de guerre d'une certaine façon. Ça sert aussi la propagande. Bien sûr, puis bon, le problème d'Internet, c'est que même quand on supprime un contenu, il reste toujours il y a toujours une moyen trace, de le remettre, quoi. C'est un peu, il est supprimé quelque part, mais il réapparaît ailleurs.
Maintenant, ça a quand même permis de censurer, par exemple, au moins pendant un temps, certaines vidéos, par exemple la vidéo de la décapitation d'Hervé Gourdel en Algérie, je crois dans le désert algérien. Ouais. Mais bon, ça n'a pas toujours suffi. On a aussi un peu pointé Pharos du doigt pour dire que ça n'avait pas toujours suffi en fait, pour identifier les menaces terroristes. Et notamment le meurtrier, l'assassin de Samuel Paty, qui avait été dénoncé vraisemblablement plusieurs fois en ligne pour des contenus problématiques. Et ça n'a pas abouti à une enquête, en tout cas suffisante. Ça n'a pas abouti, en tout cas, à le neutraliser avant son passage. Est-ce que tu t'es intéressé à combien il y a de signalements concernant comment ça s'appelle, des contenus problématiques en lien avec le terrorisme? Ouais, alors il y a toute une partie sur ma thèse où j'en parle. Ça a évidemment fluctué dans le temps. Bien sûr. À la période où il y a eu des attentats, il y a eu vraiment des pics énormes, notamment après l'attentat contre Samuel Paty. Il y a des pics comme ça de dénonciation. Voilà, de dénonciation. C'est de... La plateforme Pharos a été beaucoup sollicitée sur des contenus du type, et notamment à des périodes vraiment... on voit vraiment que c'est passé quelque chose, c'est une courbe qui, après 2016-2017, descend quand même de plus en plus, puisque en 2017, l'État islamique est, entre guillemets, anéanti sur le terrain, on va dire, voilà. Beaucoup de djihadistes sont en prison, sont morts. Donc du coup, bon... Mais malgré tout, existe toujours bien sûr. Islamique. Voilà. Oui, bien sûr. Mais bon. Donc il y a quand même un déclin, un déclin des signalements, et puis avec évidemment des pics de remontée, par exemple, en cas d'événements particuliers, notamment après l'événement Samuel Paty. Tu parlais tout à l'heure de la création de nouveaux délits. Et donc, le délit, qu'est-ce que c'est le délit de consultation habituelle ? Alors, c'est une infraction qui avait été créée en 2016, donc qui visait à sanctionner les personnes qui regardaient de manière habituelle de la propagande djihadiste. C'est quoi habituel ? Alors, c'était vraiment toute la problématique. Le débat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Parce que toi, par exemple, tu as consulté pendant ta thèse, après tu es une chercheuse, donc on est bien d'accord, mais je sais qu'il y a certains chercheurs, il y a quelques années, moi quand je travaillais sur ces questions-là, quand j'étais à la fac au Canada, il y avait eu dans la communauté académique un chercheur qui justement avait été topé par les flics, qui avait été amené quelques heures au poste parce que toutes les alarmes s'étaient mises à marcher en disant « Ouh là là, il y a un mec, il est bizarre, il n'arrête pas d'aller sur des sites très controversés. » Donc voilà, après, bon, il était chercheur, ça c'est bien fini. En fait, plutôt que de supprimer la propagande djihadiste, on va... essayer de faire autre chose, c'est qu'on va essayer de se placer du côté des spectateurs. Ouais, et de on va essayer de sanctionner ceux qui regardent la propagande djihadiste, ce qui est aussi quelque part d'ailleurs un bon moyen de remonter d'ailleurs vers des gens qui regardent de la propagande djihadiste. Ouais. Après, il y avait une exception quand même pour les personnes comme moi donc, qui faisaient de la recherche. Voilà, les chercheurs étaient évidemment pas concernés par cette problématique, mais il s'agissait de sanctionner les spectateurs, les gens qui regardaient régulièrement de la propagande djihadiste. Après, c'est une infraction qui a fait beaucoup débat, parce que pareil, on se disait que c'était déjà que ça contrevenait à la présomption d'innocence, que c'était finalement une anticipation extrême du risque terroriste, là où le droit pénal vient sanctionner une infraction, la commission d'une infraction, là on se plaçait vraiment sur punir des actes entre guillemets préparatoires, alors qu'en fait on peut même pas vraiment affirmer à ce stade qu'il s'agissait d'actes préparatoires. Donc c'était vraiment ça on peut pas mesurer l'adhésion parce que c'est pas parce que je vais consulter un site que je suis convaincue, ça peut être de la curiosité, même si c'est un peu bon, ça dépend, après j'imagine ça dépend ce que tu consultes. Est-ce qu'il y avait une gradation, parce que tu vas consulter un chant guerrier pour dire des anachides dont on a parlé, je veux lire le texte de ce chant par curiosité. Après, je vais regarder que des vidéos où des gens se font égorger. Moi, de mon point de vue, qui n'y connais rien, mais tu vas me dire si je me fourvoie, je me dis qu'il y a une gradation. Tu vois, c'est pas la même chose d'aller voir des gens qui se font égorger. Il y a quand même un côté un peu plus... Bien sûr. Après, on se pose des questions. On se pose des questions. Alors après, que, bon, je lis un texte, comme je pourrais lire des textes un peu controversés dans la littérature. Je sais pas, non ? Je sais pas, je trouve que c'est compliqué parce qu'on peut aussi écouter un chant et être profondément touché par ses paroles et regarder des vidéos d'égorgement parce qu'on a une curiosité ultra morbide et que... tu vois, je me dis, s'il existe des sites qui proposent que des contenus ultra violents, c'est que ça doit intéresser certains.
Bon, maintenant, au-delà de ça, le problème de cette infraction, justement, c'est qu'elle était vachement mal délimitée, très mal délimitée. C'était très difficile vraiment de savoir qui étaient du coup les personnes concernées, qu'est-ce que c'est la consultation habituelle de propagande. C'était aussi une façon de prévenir à l'extrême le risque terroriste. Donc, il y a eu une première QPC et le Conseil constitutionnel a censuré. QPC, c'est quoi ? Une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà, pour nos auditeurs qui ne seraient pas... Une question prioritaire de constitutionnalité, et le Conseil constitutionnel a censuré l'infraction en disant qu'il existait déjà suffisamment de façons de prévenir le terrorisme, de lutter contre le terrorisme, et que c'était pas utile, en fait, cette infraction n'était pas utile. Et elle a été réinstaurée dans la loi en 2016, je crois bien, ou 2017, je crois que c'était 2017. Donc, malgré tout. Voilà, avec une légère modification qui disait que donc c'était une infraction à condition que ça entraîne l'adhésion, ce qui rendait pas les choses fondamentalement plus claires en fait. Il faut une commission d'infraction. Voilà, qu'est-ce qui permet de dire que tu adhères. Voilà, que tu regardes, mais aussi que c'est la démonstration d'une adhésion. En fait, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc du coup, il y a eu on a réinstauré voilà cette infraction, et elle a été une seconde fois en fait censurée par le Conseil constitutionnel. Par la suite, tu parles d'apologie et de recel d'apologie. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ça vient ? C'est un étage supérieur ? Est-ce que c'est pour préciser ? Le recel d'apologie du terrorisme, en fait, ça a été une manière pour le juge de réinstaurer le délit de consultation habituelle via la jurisprudence. En fait, le recel d'apologie du terrorisme, c'était le fait donc de posséder des vidéos, d'avoir téléchargé en fait, c'est voilà, l'acte de... C'est ça. T'as franchi comme un step supplémentaire. C'était en fait une façon de sanctionner à nouveau les gens qui regardaient de la propagande djihadiste. Voilà. C'était une façon détournée, mais c'était plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que là, on allait sanctionner les gens qui détenaient de la propagande djihadiste. Et ça a été à nouveau censuré, puisque... finalement, c'était la même chose. Et ça a été mis dans la loi ou pas ? Parce qu'à un moment donné, dans ta thèse, tu parles d'obstination législative. Voilà, parce que cette infraction, finalement, de consultation habituelle, on a tenté quand même on a tenté plusieurs fois, malgré la censure du Conseil constitutionnel, de la réinstaurer. Au final, elle a été définitivement censurée. Elle est plus, normalement, on peut plus... Non, il n'y a plus... le recel d'apologie du terrorisme était également considéré comme... non recevable, en fait. Non constitutionnel. Et l'apologie du terrorisme, c'est autre chose. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle finalement le rempart contre la propagande djihadiste. C'est le fait de sanctionner des gens qui présentent sous des termes, on va dire, favorables ou amélioratifs, les terroristes ou leurs actions. Voilà. Et ça, tu peux être condamné. Ça, par contre, oui. Tu peux être condamné, et il y a eu d'ailleurs, à une période, pas mal de condamnations. Voilà. Une frénésie un peu. Ouais, une frénésie, et c'est... Bon, c'est pareil, là, ça fait beaucoup débat, parce que parfois, on se demandait quel était vraiment le socle de la condamnation. Est-ce que on condamnait des gens qui étaient vraiment convaincus par l'idéologie djihadiste, ou des gens qui avaient... des hurluberlus qui... Voilà, provoqués, bourrés, qui étaient alcoolisés, qui voulaient un truc provocateur. Se rendre malin, voilà. Ouais, bon après c'est pas très... C'est pas très malin, ouais, c'est clair. On est bien d'accord. Pas très intelligent d'aller crier... Vive la Kalash dans un centre commercial. Voilà, ou Allah Akbar. Alors que Allah Akbar, normalement, ça devrait pas faire peur, mais vu que ça a tellement été. Aujourd'hui, c'est synonyme. Oui, aujourd'hui, malheureusement, parce qu'effectivement, t'as raison. Et les gens se retournent, genre, alors que normalement, c'est normalement, voilà, c'est ça. C'est comme. Enfin voilà, c'est pas du tout. Normalement, c'est pas du tout connoté djihadiste. Mais aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, il y a une vraie connotation. Enfin, les gens. Vont immédiatement faire le lien, malheureusement, et donc ça va générer, effectivement, ça peut générer de la peur en fonction du contexte où c'est utilisé. Bien sûr. Tu nous as parlé tout à l'heure des procès auxquels tu as assisté. Quelle place a la propagande au cœur de ces procès ? Est-ce que il y a des recherches dans les condamnations qui sont faites en fonction de s'il y a eu consultation, s'il y a eu apologie, etc., etc. Oui, la propagande est devenue quand même très centrale dans les procès ces dernières années, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de procès qui se sont tenus au TGI, notamment de Paris. Et c'est facile d'aller assister à ça, en fait. Ouais, tout à fait, c'est public. Tu peux y aller, ok, d'accord. Oui, c'est public, les audiences sont publiques, toutes les audiences, d'ailleurs, même le procès. Moi, j'ai pas été au procès des attentats de Paris, parce qu'à ce moment-là, ma thèse était finie. Voilà, donc je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, et puis je pense qu'à ce moment-là, je voyais pas ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi, entre guillemets, alors peut-être à un niveau personnel,
mais pas par intérêt, mais pas au niveau de mon travail. Mais tout est public, effectivement. Et ce qui était intéressant aussi, moi j'avais trouvé ça particulièrement intéressant, c'est aussi que la propagande a parfois été un élément de preuve à l'activité des personnes parties sur zone. C'est-à-dire que pour beaucoup de djihadistes, hommes comme femmes, d'ailleurs, surtout les femmes, qui ne combattaient pas, parce que normalement les femmes ne sont pas des combattantes pour l'État islamique. C'est des épouses. Voilà, c'est les mères des lions du califat, voilà. Mais du coup, la propagande a permis, dans certains cas, de prouver des activités sur zone irako-syrienne, des femmes notamment qui ont été prises en photo en tenant des kalachnikovs, en train de s'exercer au tir. Ça a permis finalement, ça a aidé à certaines condamnations. Voilà, ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, la propagande est aussi examinée au niveau des parcours biographiques, des parcours d'engagement durant les procès. Et comment s'est passée ta thèse alors ? Parce que tu nous as parlé des vidéos, des chants, des photos, des revues. Comment on gère l'exposition à des contenus ultra violents, ultra guerriers, ultra sanglants pendant 5 ans, 4 ans, 5 ans ? Oui, toute la partie en tout cas de construction, on va dire, de mon corpus, ça a été compliqué pour moi, puis je suis quelqu'un de quand même extrêmement sensible, j'aime pas la violence, voilà, je suis assez sensible à ça, donc ça a été difficile pour moi, effectivement, de faire face à ça. J'ai été suivie. Ah ouais, tu t'es entourée. J'ai été suivie au niveau de mon entourage, mais médical aussi, voilà. Ok. Après, j'ai essayé de prendre de la distance. Dès le début, tu t'es entourée ou quand tu t'es rendu compte que ça m'impactait. Ça t'impactait un peu trop. Ouais. C'est ça. Et j'ai essayé quand même de garder toujours à l'idée que ça servait à rien d'en faire trop et de m'épargner des choses qui n'étaient pas utiles. Donc, par exemple, la vidéo, on l'a dit, des terroristes scandinaves au niveau du Mont Toubal, je ne l'ai pas regardée, quoi. Ouais. Je me suis épargnée des choses qui n'étaient pas utiles et j'ai essayé de prendre de la hauteur et de prendre un maximum de distance. Maintenant, c'est sûr que c'est un sujet sensible, c'est pas facile de travailler sur ces sujets. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même en avoir conscience de ses propres limites, de ses propres fragilités, avant de s'engager dans un sujet comme ça. Après, la thèse, pour moi, ça a été quand même un parcours un peu du combattant, puisque je ne venais pas des sciences politiques. Sciences Po, ouais. Et donc, en fait, je suis partie avec des lacunes méthodologiques, bibliographiques, conceptuelles énormes, dont je n'avais absolument pas conscience. Parce que j'avais une bonne note à mon mémoire, parce que j'étais co-major de promo en Master 2, donc je m'étais sentie pousser des ailes, et en fait, c'était ça va bien se passer. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de retard à un moment donné, les premiers retours ont été très difficiles pour moi à gérer émotionnellement, parce que c'était des retours qui étaient réservés. Ouais. Donc pendant longtemps, je ne me suis pas projetée dans la soutenance. Je n'arrivais pas à m'imaginer arriver jusque-là, j'arrivais pas à avoir l'image dans ma tête. J'avais vraiment le syndrome de l'imposteur, mais au final, je me suis vraiment... déjà, j'ai été bien entourée. Ouais. Le professeur Crétier. Xavier Crétier, par mon comité de suivi de thèse aussi, qui était vraiment formidable. Je les remercie d'ailleurs s'ils en On leur fait un petit coucou. Isabelle Sommier, Antoine Mégy et Pierre Pazza. Mais j'ai jamais lâché, en fait. Je me suis vraiment accrochée jusqu'au bout, même quand j'ai su assez vite, en fait, que j'allais pas vraiment continuer là-dedans, que j'allais pas forcément continuer dans la voie enseignant-chercheur. Je me suis toujours accrochée, je me suis vraiment battue, j'ai été au bout. T'as failli lâcher à un moment donné ? Je me suis déjà posé la question au moment du premier confinement, je me suis interrogée. Mais je savais que si je continuais, là, par contre, je m'arrêtais plus. Et c'est ce que j'ai fait. Tu avais un financement, un contrat doctoral ? Oui, tout à fait. C'est ça. Donc j'ai eu un contrat doctoral pendant 3 ans, donc j'avais quand même aussi finalement, j'étais quand même redevable quand même aux gens qui m'avaient soutenu, financé. Je trouvais que quand même je leur étais redevable. Et puis de toute façon, j'avais pas envie d'abandonner parce que je trouvais ça beaucoup trop dommage. Je trouvais que j'avais peur de regretter vraiment toute ma vie en fait si j'abandonnais. Et du coup, je me suis vraiment accrochée, j'ai rien lâché et ça a fait un beau bébé. Voilà. Et au final, ça a donné Il est là, on le voit, un beau pavé, pages, super intéressant. Je le mettrai dans l'article qui te sera consacré dans le Dazibao parce qu'on se plonge dans ta thèse et c'est vrai que ça se lit bien, en plus t'écris bien. Je me permets de te le dire. Donc c'est hyper... t'as certaines thèses, c'est un peu compliqué, tu vois, faut s'accrocher, faut prendre des notes à côté, alors que toi, tu vois, on capte, voilà, c'est facile à lire. Et c'est quoi la suite pour toi, là ?
Bah voilà, là je sais pas, donc quand j'ai eu mon doctorat, j'étais quand même extrêmement heureuse, voilà, j'ai quand même été à la soutenance. La soutenance s'est bien passée. Ça s'est très bien passé, ça s'est super bien passé, j'ai été vraiment... je parlais trop. Au bout d'un moment, calmez-vous. M'a dit voilà, c'est super, mais il va falloir raccourcir les réponses, sinon on est encore là demain. Voilà, donc j'ai vraiment maîtrisé mon sujet, j'ai répondu à toutes les questions et ça a été une très grande fierté pour moi et pour mes proches et j'étais vraiment très heureuse en fait d'avoir été un comité de soutien voilà, dans la et salle. D'avoir obtenu mon doctorat finalement. J'ai été à la soutenance, je l'ai eu et après c'est vraiment une page qui s'est tournée par contre un petit deuil. Des fois ça m'arrive de me demander quelle voie j'aurais pu poursuivre après mais bon, j'essaie de me dire que j'ai fait les choix que j'ai fait pour de bonnes raisons. Quand mon contrat doctoral s'est terminé, j'ai financé ma dernière année et demie de thèse en prenant un poste dans l'éducation nationale et en fait ça m'a beaucoup plu et aujourd'hui je me destine plutôt à ces concours-là et j'ai surtout envie de travailler notamment dans les collèges plutôt sensibles parce que je pense que c'est des enfants qui ont un réel besoin d'accompagnement et d'encadrement et je me destine plutôt à ça. Et tu continues à suivre un petit peu l'actualité autour de ton sujet, etc. Ou c'est un sujet que tu pas mis de côté parce qu'il fait partie, quand tu as travaillé sur un sujet pendant 4 ans, 5 ans, j'imagine que tu peux pas t'en détacher aussi facilement, mais est-ce que tu continues à avoir un espèce de petit suivi, de regard, d'analyse, de travail, je sais pas, à côté là-dessus? C'est un sujet qui fait toujours entre guillemets, alors dit comme ça c'est un peu bizarre, mais partie de moi. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Donc forcément, oui, c'est un sujet qui m'intéresse toujours et j'aime toujours échanger. D'ailleurs, beaucoup de gens qui aiment échanger avec moi sur ce sujet, qui sollicitent mon avis. On parlait par exemple des camps en Syrie, sur le rapatriement des enfants, des femmes, etc. Il y a beaucoup de gens qui échangent avec moi sur ces débats et... pendant un temps, j'ai mis un peu ce sujet à distance parce que voilà, c'était quand même un sujet, encore une fois, qui était très compliqué. Donc pendant un temps, je me suis dit, bon voilà... On va prendre des petites vacances. Voilà, faire un petit break sur la question du djihad, quand même, sur le djihadisme, la propagande djihadiste, etc. Mais aujourd'hui, c'est un sujet auquel je porte toujours de l'intérêt. Et, que tu suis comme ça. Voilà, je suis ravie donc, d'intervenir dessus aujourd'hui, voilà, de discuter avec toi et d'en discuter avec les gens qui viennent te solliciter, qui ont sollicité parfois des discussions avoir ton avis ou voilà. Est-ce que tu as des petits conseils pour les étudiants là qui vont se lancer dans une thèse de façon générale et des étudiants qui veulent peut-être travailler sur ce type de sujet? Quels sont les petits conseils que tu pourrais leur donner pour rien lâcher, pour bien se lancer dans le processus de doctorat? Je dirais qu'il faut être déjà il faut être quand même sûr de soi. Il faut quand même avoir conscience que la thèse, c'est un travail de longue haleine, que ça se passe pas toujours comme on avait prévu. Des fois, on se dit dans 3 ans, c'est fini, puis en fait, 4 ans et demi. Il y a pas mal d'imprévus qui peuvent se présenter. Je pense que c'est important d'être bien entouré, notamment de chercheurs. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs, Bilal Lénine, Romain Saiz, etc., qui m'ont donné beaucoup de conseils et surtout Bilal Lénine d'ailleurs et puis même Romain Saiz et puis tous les autres, j'en oublie plein. C'est très important, je pense, d'avoir cette démarche de rencontrer des chercheurs qui sont passés par là, qui ont vécu ça et qui ont des conseils à donner, pas seulement sur des pistes de recherche mais aussi des conseils humains, etc. Donc d'être bien entouré, et puis de savoir dans quoi on se lance. C'est quand même un parcours à côté de ça qui est parfois un peu solitaire, mais voilà, de rien lâcher et puis ça va bien se passer. Voilà, au final, ça va bien se terminer. C'est quand même une belle fierté quand même d'avoir un doctorat. C'est quand même un accomplissement fort, je pense, dans une vie. Je dirais qu'il ne faut pas que se projeter dans le métier d'enseignant-chercheur. Oui, parce qu'il y a peu de postes. Peu de postes, surtout en sciences politiques. Donc je pense qu'il faut élargir peut-être son projet professionnel à la sortie, parce que finalement avoir une thèse c'est super, mais au bout ça garantit rien en fait. Voilà, au bout il faut avoir un projet quoi. Il faut avoir pensé à ça aussi et se projeter dans qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la fac, en dehors des cours. Voilà. Après il y a plein de pistes, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, il y a plein de choses, ou complètement changer de sujet comme toi et puis aller vers d'autres aventures en fait. Voilà, et puis après sur ces sujets-là, je dirais il y a quand même beaucoup de sujets qui ont été il y a eu beaucoup de sujets sur la question. Donc je dirais faire un peu un état des lieux sur ce qui a été fait ou pas pour voir ce qui serait encore intéressant de creuser. Voilà, la question de la réception de la propagande notamment, c'est intéressant.
Et je dirais de se protéger quand même, parce que ça reste des sujets sensibles qui tiennent au corps, quoi. Ouais. Donc je dirais de se protéger, d'être bien entouré, de ne pas hésiter à prendre soin de voilà, soi. Prendre soin de soi et à prendre du recul. Ok, super, Voilà. Merci beaucoup. Merci C'était à toi. génial. Merci pour à toi. les auditeurs, sur le site du Dazibao, on va vous mettre un petit résumé de ce dont on vient de se parler, le lien vers la thèse de Tiphaine, des petites définitions complémentaires, notamment qu'est-ce que l'apologie, qu'est-ce que la propagande, etc. Et quelques petits liens bibliographiques, s'il y a des auditeurs qui veulent aller plus loin sur certains sujets, on vous mettra les petites recommandations de livres de Tiphaine. Voilà. Merci encore Tiphaine, j'ai été ravie de partager ce petit moment avec toi et puis je te dis à très bientôt et bon courage pour les concours. Merci. Bye bye. Bye.